Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc avant de continuer et d'attaquer la décohérence proprement dite, il est intéressant de mieux comprendre les problèmes soulevés et de voir comment ils ont été abordés ou éventuellement résolus. Bien que nous n'irons pas loin ici dans le détail, nous verrons aussi ces choses-là plus tard. Donc rappelons qu'on a le schéma de mesure, le système et l'appareil, puis il y a une interaction avec formation d'un état intriqué qui est sous forme d'un état superposé et éventuellement une réduction en un résultat avec une valeur définie. Cette étape-là s'appelle typiquement la réduction et cette étape-là s'appelle typiquement la prémesure. Dans l'équation que nous avions montrée, de l'évolution de la prémesure, on se retrouve dans un état de superposition linéaire. Cette circonstance, ce type de transformation, d'évolution, a pu être vérifié à l'échelle microscopique. Donc pas avec un appareil de mesure macroscopique, mais dans l'interaction entre des systèmes microscopiques. Ça a été même vérifié de manière très intensive. Ce sont les lois de la mécanique quantique, tout simplement. Typiquement, on peut le faire avec une expérience d'interférence. On a deux fentes, expérience de Young, et les particules passent ici dans un état psi 1, ici dans un état psi 2. Et sur l'écran, les résultats ne sont pas, ici on a une superposition linéaire des deux états, mais ici on n'a pas comme si c'était des états définis, chacun bien séparément, je passe par la fente 1 ou par la fente 2, auquel cas on aurait un résultat qui est à psi 1 carré, la probabilité d'arriver en ce point en passant par là, plus psi 2 carré, la probabilité d'arriver en ce point en passant par l'autre fente. Mais ce n'est pas ce qui est observé, ce qui est obtenu, c'est psi 1 plus psi 2, la somme des deux fonctions d'onde, ce qui conduit à des termes d'interférence, et le tout au carré qui donne la probabilité d'arriver en ce point. Nous avions déjà vu tout cela. Ces expériences ont même été tentées avec des objets plus gros que de simples particules, et on a été jusque dans le domaine mésoscopique. Le domaine mésoscopique, c'est typiquement le domaine entre le microscopique et le macroscopique. C'est le domaine où généralement il y a beaucoup trop d'atomes, de particules, pour pouvoir avoir une approche utilisant des calculs de mécanique quantique pure. Les calculs seront trop compliqués, mais où on n'est pas encore tout à fait dans le domaine classique. On a fait par exemple des expériences d'interférence avec des grosses molécules, même des molécules de fluorène, qui sont des atomes de carbone qui forment comme une boule, un ballon, on appelle ça aussi le Buckminster Fullerene. Et avec des systèmes comme les boîtes quantiques, que j'avais cités à un moment donné, qui sont typiquement des systèmes mésoscopiques. Donc, il n'y a pas de doute sur cette évolution. Mais on a des résultats finaux qui sont bien définis. Si vous pouvez attacher aux résultats finaux des résultats bien définis, donc si à un moment donné on dit en fait ce n'est pas une superposition avec interférence, mais des états, un ensemble d'états bien définis, alors en remontant en marche arrière dans le temps, donc en débobinant les équations dans l'autre sens, on retrouverait des situations avec des états définis également, à cause de la linéarité. On obtiendrait que la particule est passée par une fente ou par l'autre. Et donc, on n'aurait pas d'interférence sur l'écran. Le problème est donc épineux. En mécanique quantique orthodoxe, lorsque l'on a un observable, disons A, il aura pour un état psi donné une valeur définie, bien précise, si psi est un état propre de l'observable A, chose que nous avons vue.
Sinon, si ce n'est pas un état propre, alors il n'a pas de valeur définie, et la mécanique quantique orthodoxe dit que ça n'a même pas de sens de parler de valeur définie, que ce n'est qu'après mesure que l'on peut trouver un état bien défini, auquel cas, à ce moment-là, l'état se réduit dans un état propre. C'est ce qu'on appelle le lien valeur propre, état propre. Parfois en abrégé VE, le lien VE. Certains, dont Bubb en 1997, ont fait remarquer que, attention, parce que quand on regarde tout le formalisme de la mécanique quantique, or, ce lien, rien dans le formalisme n'oblige à établir un tel lien. Et de plus, les données expérimentales ne le forcent pas non plus nécessairement. Ce n'est pas si simple. On l'introduit plutôt par facilité. Et donc, certains, essayant de comprendre le problème des valeurs définies, ont souvent affaibli la notion, le lien VE. D'ailleurs, quand on examine des systèmes complexes, avec un appareil de mesure macroscopique, on constate souvent, en faisant les calculs, que les états pointeurs ne sont pas toujours de parfaits états propres des variables décrivant l'appareil, jusqu'au niveau microscopique. Presque des états propres, mais pas tout à fait. Et ils sont pas orthogonaux. Ils sont presque orthogonaux, mais pas tout à fait. Ils ne constituent pas vraiment une base. Donc, le lien VE, au moins au niveau macroscopique, a plutôt un caractère légèrement flou. Pas tout à fait strict. Ça a été utilisé par certains pour essayer de décrire les observations sans exiger un lien VE strict. Ou alors, et donc pour décrire des observations et non pas une réalité absolue. Ou alors, ce lien a été utilisé dans un sens relatif, c'est-à-dire entre le système et l'appareil relativement à l'observateur. Ce sont par exemple les interprétations modales ou l'interprétation des états relatifs. Nous y reviendrons. D'autres encore ont tenté de résoudre le problème des résultats définis, comme Ghirardi, qui a fondé cette approche, en tentant de modifier la linéarité de l'équation de Schrödinger. Approche qui est loin d'être évidente. Rappelons-nous que le caractère linéaire, en fait unitaire, est lié à la conservation des probabilités, et donc ce n'est pas facile à faire. Ce qu'il a fait, c'est que ces continuateurs comme Gisin ou Pearl ont tenté de modifier l'équation en ajoutant des termes stochastiques qui conduisent à une évolution linéaire et qui conduisent cette fois-ci à des états définis. En fait, ce qu'on appelle là une réduction physique. On les appelle interprétations de réduction physique. Le terme interprétation est un peu abusif, puisque là, on n'interprète pas la mécanique quantique, on la modifie. Certains ont même pour essayer de comprendre, ont jusqu'à été relier la réduction, on en reparlera aussi, relier la réduction à la conscience. En disant, puisque c'est nous qui constatons l'état défini, que ça pourrait être lié à la conscience. Ce sont les approches, par exemple, de Stapp et de Wigner. Ces approches ont un caractère un peu sulfureux, un peu métaphysique. Ou alors, certains ont même introduit des variables cachées. Par exemple, les positions exactes des corpuscules dans la théorie de Bohm, qui là est une interprétation. Un dernier point. On peut attribuer aux valeurs définies un caractère qui est objectif ou subjectif. L'objectif est un caractère ontologique. On donne une ontologie aux valeurs, aux résultats définis objectifs. Ou alors le caractère subjectif est lié plutôt à l'observation.
c'est ce que nous constatons et qui n'est pas nécessairement une réalité. L'objectif définit les valeurs définies comme réelles. L'approche subjective essaye juste de donner une application des mesures sans tenter nécessairement de définir la réalité. Elle peut essayer de le faire, mais elle ne part pas d'une réalité absolue qui serait donnée par les valeurs définies. Tenter d'escamoter le problème en disant c'est subjectif peut sembler un peu insatisfaisant. Certains le pensent. Bell, celui des inégalités, le disait même avec véhémence. Il était plutôt brutal sur ce point. Il disait qu'une théorie correcte devait avoir des valeurs définies objectives. Il qualifiait les approches subjectives de FAPP. C'est For All Practical Purpose, qui veut dire dans tout sens pratique. En fait, toutes les théories physiques sont pour tout sens pratique. Toutes les théories de la science, en fait. La science est empirique, et tente d'expliquer le résultat des expériences et des observations, et donc, elle construit des théories à usage pratique pour expliquer ce qu'on observe et ce qu'on mesure. Mais le terme FAPP, dans les mots de Bell, était péjoratif, dans le sens, vous vous contentez de ça, et vous n'essayez pas d'expliquer la réalité. En fait, certains ont fait remarquer que le lien entre l'état physique superposé et l'observation n'était pas simple. Ce lien est complexe, avec plusieurs étapes entre les interactions physiques dans le système, dans l'appareil, dans notre propre cerveau, notre propre conscience. Et de plus, nous en faisons une expérience par l'observation, au final. Une expérience qui est, par nature, subjective. Et que donc, on ne devrait pas rejeter ainsi l'approche qui est explicative et subjective. Elle tente d'expliquer une impression subjective, en disant, la valeur est subjective, expliquons-la, décrivons-la, et expliquons pourquoi il en est ainsi. Donc l'approche subjective n'est pas nécessairement à rejeter. Et certains estiment qu'on devrait leur donner à ces deux approches la même légitimité. Approche objective, approche subjective, même combat. Chacun essaye de faire au mieux. C'est par exemple le point de vue d'Espagna. D'Espagna, donc une particule. Voilà pour les valeurs définies. Donc on voit que le problème est essentiellement au bord entre la physique et la philosophie, c'est l'ontologie, etc. C'est les interprétations, nous y reviendrons donc. La décohérence sera plus concernée par les bases privilégiées. Et donc dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir cette question des bases privilégiées et discuter aussi de la transition entre le quantique et le classique. Je vous remercie.